Regardez-moi la qualité visuelle de films comme Fury Road, Interstellar, ou même encore Le Retour du Roi. Mais pour obtenir ce genre de résultat, il vous faut des caméras très chères et des négatifs pour enregistrer. Sans parler bien évidemment du développement pour obtenir un positif qui là encore devra être travaillé pour finir en bobine de projection, comme le fameux Kodak et le Fujifilm. Néanmoins, il existe quand même une solution plus économique et plus accessible. Oui, aujourd'hui, je vous parle de The Answer. Hello tout le monde, et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour un tuto court et efficace, et ce coup-ci non pas sur DaVinci Resolve, mais avec DaVinci Resolve et sur un petit logiciel que je vous ai présenté en introduction. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas The Answer, c'est un logiciel d'émulation de film. Il vous permet d'obtenir une qualité analogique alors que vous avez filmé en numérique. Présent depuis 2015, ils ont réussi à se développer sur plusieurs softwares, comme depuis récemment. Vous pouvez les retrouver en ligne, mais aussi sur DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Lightroom, Capture One Pro et Affinity Photo. Et si vous voulez faire un essai, n'hésitez pas à passer par le lien qui se trouve en description, et si vous finissez par craquer et prendre ce logiciel, vous pouvez encore obtenir 10% de réduction avec le code ci-dessous. Une fois que vous l'avez téléchargé et installé, on se retrouve bien évidemment sur DaVinci Resolve. Nous y voilà. Mais avant de commencer, un grand merci à Chris de la chaîne Creator Tuto qui m'a passé ses plans faits à la A7S2, et qu'il a en plus préétalonné avec le Filmlook Creator. Et donc moi je me suis un petit peu amusé avec The Answer pour voir si on pouvait recopier le Filmlook Creator avec, et la réponse est oui. Par contre l'inverse, ce sera un petit peu difficile, car comme vous l'imaginez, The Answer est un tout petit peu plus puissant. Pour l'utiliser, pas bien difficile, vous pouvez le retrouver à deux endroits. Un premier, c'est ici dans la partie montage, et le deuxième, c'est la partie étalonnage. Alors vous pouvez bien évidemment l'utiliser ici, le seul gros souci que vous aurez, c'est que vous n'aurez pas un visuel sur votre waveform. Donc en ce qui concerne les petits réglages fin d'étalonnage, personnellement je dirais oublier. Par contre, disons qu'on partirait ici d'une petite vidéo tirée sur Pexel ou Pixabay, je ne sais plus. Et donc là je vais dans la bibliothèque d'effets, dans le OpenFX, je descends tout en dessous et j'y retrouve The Answer Pro. Vous pouvez l'attraper, le glisser directement dans votre clip, et dans l'inspecteur, onglet effet, vous y retrouverez tous ces paramètres. L'input ici, je vous l'expliquerai après, mais on n'a pas besoin d'y toucher. Le film, donc ça c'est l'émulsion du négatif. Je pourrais peut-être passer en noir et blanc ou en sépia peut-être, ce serait peut-être bien. En Polaroid type 100, voilà. Je peux aussi choisir maintenant le print si je veux. Donc ce qui est tout simplement le positif qui circule dans les vidéoprojecteurs. Donc là, j'ai le choix, le Cineon Filmlog, le Fujifilm, le Kodak ou le Kodak en papier glacé. Disons, en papier glacé, ce serait pas mal. Ensuite, je leur ajoute quelques petits effets comme ça, comme des dommages sur le film et un overscan pour le rendre un petit peu plus vieux. Là, vous aurez juste un tout petit souci, peut-être, ça dépendra de votre PC, sur la lecture. Alors si vous avez des difficultés et que ça lag de trop chez vous, vous pouvez faire un clic droit sur votre clip, allez dans le Render Cache OFX Filter et activez The Answer Pro. De cette manière, une petite barre rouge va apparaître et une fois qu'elle sera bleue, votre lecture sera fluide. Alors ici, comme je vous le disais, j'ai des plans qui ont été préétalonnés par Chris en utilisant le Filmlook Creator. Évidemment, moi, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai recopié mais remplacé le Filmlook Creator par The Answer Pro et je dois vous avouer, on a des résultats qui se rapprochent quand même fortement. Bon, sauf ici où j'ai rajouté un petit peu de grain, tout ça dans l'image, histoire de donner un petit peu plus de style. Pour l'utiliser, on va partir de ce plan-là, car il y a quand même pas mal de contraste. Et ça va nous être utile pour le Elation. Pour l'utiliser, ce n'est pas bien difficile. Vous pouvez partir d'un profil complètement plat, ou directement utiliser un Color Space Transform, et ramener votre profil plat dans votre espace colorimétrique. Comme ici, je pourrais le mettre en Sony S-Gamut 3, S-Gamut 3 Ciné plutôt, et Sony S-Log 3. De cette manière, si je le désire, maintenant, je peux attraper The Answer et le connecter à mon arbre à nœuds. Bon, ici vous avez vu que l'image a changé, c'est tout à fait normal, c'est parce que de base, le film est activé, le Expand, le Print et le film grain. Maintenant, si je le sélectionne, CTRL D, vous voyez bien que ça ne change plus rien du tout si je l'active ou le désactive. Sauf que on n'est pas spécialement obligé de passer par un Color Space Transform. Vous pouvez
le supprimer et mettre les bons réglages via le input. Par exemple ici, ma source. Je vais choisir une caméra. D'ailleurs, une fois que vous aurez installé Enhancer, vous n'aurez pas accès à la liste complète. Pour la voir, ce n'est pas bien difficile. Vous descendez tout en bas et vous allez sur le Check Profile. De cette manière, il va vérifier que toute votre liste de profils, de print et de caméras sont bien à jour. Une fois que c'est fait, bien évidemment, là, vous aurez accès à la RED, à la Sigma et aux caméras Sony. Sony que je vais sélectionner d'ailleurs maintenant pour me mettre sur la A7S II et en Gamut 3 ciné. Et voilà, exactement la même chose qu'avec Color Space Transform. Sauf que nous l'avons fait avec Enhancer. Et là, toujours, on n'a ajouté aucun effet. Vous pouvez faire aussi des petits réglages de base, hein, donc c'est les mêmes réglages que vous aurez accès ici avec les Color Wheel par exemple. Bon, la température, on pourrait mettre un petit peu plus chaud, un petit peu plus froid. Ça, ce sera à vous de voir. Et vous avez même accès au defringe. Alors me demandez pas trop ce que c'est ça, j'ai beau faire quelques tests, je n'ai absolument pas trouvé. Quoi qu'il en soit, on passe aux parties intéressantes. L'émulsion d'un film négatif. Donc ça, c'est comme si on avait pris, ou plutôt qu'on va choisir un type de négatif pour aller filmer notre scène. Vous avez un choix, on va dire, assez énorme, qui démarre de chez Adox Color, en passant par les Fuji, les Ilford, les Kodak, les Konica, le Mochrome, Rolei, et ça se finit par Svema. Donc les derniers en général c'est du noir et blanc. Vous pouvez en choisir un et ensuite bien évidemment n'oubliez pas de l'activer. Ainsi vous pourrez voir ce que vous faites. Bon ici il n'est pas spécialement joli, par contre pour ce plan là je pourrais peut-être choisir un autre comme le Fujicolor 100. Juste en dessous vous avez un paramètre qui va vous permettre de choisir de donner encore des petites modifications à votre négatif. Alors ici c'est un paramètre d'exposition, de base il est mis sur 0, mais vous pouvez aussi par exemple choisir un profil et le mettre sur -2 ou sur +2, voire même de régler la valeur qui vous plaît le plus. En dessous de lui, on retrouve le Film Developer qui vous permet d'obtenir plus de punch et de définition. Donc là pareil, vous pouvez l'activer ou le laisser désactiver si vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez mettre un petit peu plus de contraste ou un petit peu moins. Vous pouvez faire pareil sur les corrections gamma, la séparation des couleurs et le color boost. D'ailleurs ici, vous voyez bien le rouge, comment il réagit. Juste en dessous, on retrouve le film compression qui va émuler les hautes lumières compressées. Ici, je ne crois pas qu'on puisse voir vraiment ce qui se passe. Le mieux, ce serait que je vous montre directement sur le site. Alors ici, nous avons une montagne enneigée, très éclairée, et ça marche aussi avec des nuages. Et le but du film compression, c'est de récupérer du contraste dans ces hautes lumières, histoire d'avoir un tout petit peu plus de détails. Pour moi, évidemment, ici j'ai choisi un plan qui ne s'y adapte pas vraiment. Donc, je ne vais pas l'utiliser. Mais de la même manière, si vous en avez besoin, vous l'activez. Et, pour bien voir, vous pouvez mettre directement l'impact à 100 et commencer directement à regarder comment vont réagir vos points blancs, la tonalité et la densité de la couleur. Ici, comme je l'ai dit, je n'ai pas assez de détails dans les blancs que pour avoir vraiment l'utilité. Après lui, on retrouve le Expand, qui vous permet justement aussi, comme le film compression, de contrôler un petit peu les points noirs et blancs pour obtenir un contraste et une profondeur de couleur. Donc il est un tout petit peu différent du film compression, mais vous pouvez l'activer et voir un petit peu ce que ça va donner. Ici donc toutes les parties les plus sombres, vous pouvez les assombrir si vous voulez, et faire l'inverse pour les parties plus claires quoi. Encore une fois ici, pour ce plan là, je n'en ai pas besoin. Et maintenant on passe dans la partie très intéressante, qui est de choisir son print. Donc le print, c'est finalement l'étape finale de la production cinématographique analogique. C'est le positif qui va circuler dans le vidéoprojecteur. Alors vous pouvez choisir plusieurs types, comme le Cineon Filmlog, le Fujifilm 3513, qui a une tonalité on va dire un petit peu froide, le 2383 qui est un tout petit peu plus chaud, et le Kodak Endura en papier glacé. Par exemple ici, on pourrait prendre, vu qu'il y a une robe bien rouge, on pourrait se mettre en 2383 et l'activer. Mais si vous n'aimez pas ou que vous voulez un petit peu plus de boost dans les couleurs, mettez-le en papier glacé. Encore une fois, vous avez quelques petits paramètres que vous pourrez régler à votre guise, comme l'exposition, le contraste, la densité de la couleur et la saturation.
Par exemple, si vous trouvez que le rouge est trop rouge, vous pouvez diminuer un tout petit peu. Et voilà. Juste en dessous, on retrouve le Color Head qui parlera un petit peu plus aux photographes. En tout cas, à tous ceux qui sont habitués à retoucher les photos, car vous reconnaîtrez bien les paramètres ici, Yellow Blue, Magenta Green, Cyan et Red. Vous pouvez les faire réagir indépendamment ou les grouper. Et en dessous de cette petite case, vous retrouverez bien évidemment des paramètres qui vous parleront peut-être plus qu'à moi. Donc ici, travailler sur les ombres, sur les tons moyens, sur les hautes lumières, sur la préservation de l'exposition et l'impact total qui est mis à 100. Donc c'est pour garder un effet à 100% des réglages que vous ferez là. Vous pouvez faire tous vos petits réglages et puis ensuite diminuer l'effet si vous désirez. Et encore une fois, n'oubliez pas d'activer le tout si vous en avez besoin. Après lui, on passe sur trois choses même assez intéressantes, comme le film gray, le halation et le bloom. Donc le gray, pas besoin de vous faire un grand film pour vous dire ce que c'est tout simplement ces petits points qu'on va voir dans notre image. Mais ici l'avantage, c'est que le film gray de The Answer est bien loin d'un simple overlay. C'est une reconstruction de l'image en fonction des détails de couleur et de luminosité. Donc ici, avec la compression YouTube, ce n'est pas sûr qu'on puisse bien le voir. Donc je vais faire un gros zoom. Je vais activer le film grain. Et donc ici, nous avons en 35 mm ISO 250. Mais si vous voulez, vous avez bien d'autres profils. Vous pouvez partir du 8 mm ISO 50 jusqu'au 65 ISO 500. Mais si vous le mettez sur 8, là vous aurez de très gros grains. Ça ne sera pas joli du tout. Oui, des fois, il faut avoir la main légère avec ce genre d'effet. Donc ici, on pourrait le mettre en 65 mm ISO 50. Voilà. Il se voit, mais juste à peine. Pile en dessous, on retrouve le halation, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, et qui va permettre de créer un petit halo orangé ou rougeâtre entre les parties les plus éclairées et les parties les plus sombres. Par exemple, ici, on devrait bien le voir au niveau de cette fenêtre-là. Et donc, je vais l'activer, et vous voyez directement, il y a un petit halo rouge qui est apparu. Vous pouvez bien évidemment activer le mode masque pour voir sur quelle partie ça va travailler le plus et faire vos petits réglages ou choisir, bien évidemment encore, comme pour le film grain, un profil. Une fois que vous avez fini, vous désactivez le masque et vous regardez ce que ça donne. Avec et sans. Avec et sans. Donc on va le laisser et on va le mettre peut-être sur 65-70 mm. Et évidemment, on parle jamais de halation sans ajouter non plus un petit bloom, qui est simplement une simulation d'un filtre mist. Donc il va rajouter un petit flou sur toutes les parties les plus éclairées. C'est un effet qu'on utilise souvent d'ailleurs sur YouTube quand on a un petit éclairage de fond. On essaye de donner une petite lueur à cet éclairage et pour ça, on utilise un bloom. Vous pouvez l'activer, comme d'habitude, choisir un profil. Là, il y en a un tout petit peu moins, mais ils sont tous pertinents. Et vous avez la possibilité de l'amplifier à 100% ou de diminuer son effet. Et comme avec le halation, vous avez un mode masque qui vous permettra de voir sur quelle partie ça va travailler. Ici, c'est vraiment, mais vraiment très léger, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'on n'en a pas besoin. On passe maintenant aux 4 derniers effets qui vont nous permettre de donner un effet vieillot sur notre positif. En tout cas, sur le visuel qu'on en aura. Comme le film damage, qui va donner des petits dégâts dans votre image, des petites griffes, etc. Là, bien évidemment, vous choisissez votre profil et vous réglez sa puissance si vous désirez. Par exemple, ici, on voit qu'il y a déjà des petits traits blancs qui apparaissent dans l'image. Je pourrais mettre en lecture, mais je ne suis pas sûr que vous allez bien voir. En tout cas, c'est très réaliste. Allez, disons, je vais le laisser comme ceci, ou peut-être même le mettre d'abord en 65-70, histoire d'avoir un petit peu moins de griffes. Après lui, on retrouve le film Brave, qui est tout simplement cette petite respiration, ces petits changements d'intensité qu'on va avoir. Donc vous pouvez l'activer, peut-être pour avoir un bon visuel, si ça marche bien, on pourrait faire un test, et regardez. Donc on voit bien que ça scintille légèrement, mais un petit peu trop quand même. Donc moi je vais le régler sur 65-70 et diminuer un tout petit peu son impact, car je trouvais légèrement trop fort. Voilà, là maintenant on sent bien le film bref, mais pas trop. C'est juste une pincée. Après lui, on retrouve le Gatewave, qui vous permettra de simuler un petit peu ce mouvement, ce balancement mécanique du positif à travers tout le système d'engrenage. Donc, vous pouvez l'activer pour voir, et là on voit que directement l'image a bougé,
c'est tant mieux. Je peux la remettre au début et regarder un petit peu si ça fonctionne. Et oui, on voit qu'il y a des petits tremblements dans notre image que vous pouvez bien évidemment augmenter en passant sur 8 mm. Ou l'avoir un peu plus léger sur 65-70 et que vous pouvez encore diminuer avec l'impact qui au départ était mis à 100%, mais disons qu'on pourrait le réduire à 44. Ou tout simplement s'en passer. On passe maintenant à l'avant-dernier effet que contient Enhancer, le Overscan. Le Overscan, il vous permettra de faire un petit peu comme si votre positif n'était pas adapté à votre projecteur, en tout cas à la fenêtre du projecteur, qui est l'endroit où vient taper la lumière et passe votre positif pour être projeté sur la toile. Donc disons que par exemple, on pourrait l'activer, avoir directement ce paramètre-ci de base, donc le type de gate, donc la porte, le mettre sur Ultra Panavision. Donc je vous mets quand même en lecture que vous puissiez voir que ça bouge un tout petit peu, ça vit en tout cas. Ou le mettre sur Ultra 16 mm. Et même avoir des petits réglages au corps disponibles. Comme le Gate Shape, vous pouvez l'avoir un petit peu plus sharp, un petit peu plus arrondi, ou carrément le supprimer. Je vais laisser en normal. Les perforations, vous pouvez les garder en négatif ou les mettre en positif, donc c'est-à-dire en noir ou en blanc. Voire même, comme le Gate Shape, les garder ou les supprimer. Ici, vous retrouvez l'orientation. Donc de base, il est mis sur vertical, mais vous pouvez le mettre sur horizontal si vous désirez. Et si vous trouvez que vos perforations à droite, ce n'est pas bien, il vous suffit simplement d'activer le flip. Et vous inverserez ainsi votre overscan. Vous avez aussi bien évidemment tout un tas de petits paramètres comme l'exposition. Et attention, ça n'agira que sur votre overscan, donc pas sur votre vidéo. Le zoom, l'échelle, et vous pouvez même déplacer au corps celui-ci si vous voulez. Mais ne le faites pas trop si vous avez réduit l'échelle car vous n'aurez plus les bords ronds. En dernier, bien évidemment, on retrouve le vignettage. Le vignettage, vous allez me dire qu'on a aussi sur DaVinci Resolve, mais ici, il est quand même beaucoup plus doux. Donc vous voyez, une fois activé, c'est vraiment très léger sur les côtés. Vous pouvez bien évidemment diminuer la taille si vous voulez, pour augmenter un petit peu l'effet. On va centrer un petit peu notre visuel sur la demoiselle. Augmenter l'exposition ou la diminuer. Donc ici, ensuite, vous avez le feather, donc c'est la douceur. Vous pourrez rendre ça un tout petit peu plus brut. Et son aspect ratio. Et d'ailleurs, vous pouvez même le déplacer. Disons que si la demoiselle était mise un petit peu plus sur la gauche, tout simplement, le center X, je l'aurais déplacé peut-être à moins 0,1 ou 0,2. Et bien évidemment, vous avez le mode masque pour voir où vous allez travailler. Après quoi, on retrouve des choses assez intéressantes, comme le monitor que vous pouvez obtenir de manière gratuitement. Vous pouvez activer les fausses couleurs, ce qui vous permettra quand même d'étalonner un petit peu plus facilement, de savoir ce qui est surexposé et ce qui est sous-exposé. Et le Clipping Indication. Donc vous voyez ici, toutes les parties où il manque trop d'informations, ça me le montre en bleu, et donc je sais sur quelle partie je vais devoir retravailler le plus, si j'en ai besoin ou non. Ce qui est assez pratique pour l'étalonnage. En dessous de lui, on retrouve le Output, donc ça c'est l'impact total de tous les paramètres que nous aurons mis. Donc ici, ils sont mis à 100% de base, mais si je le mets à 0, c'est comme si je n'avais rien fait. Et ça prendra même en compte l'input. Donc ici, je vais le remettre à 100. Et on retrouve le Loot Generator. Vous pouvez choisir le format en 17 par 17 par 17 ou en 33. Une fois que vous avez fait tous vos réglages, vous pouvez tout simplement cliquer sur Exporter la lutte et il vous proposera de la sauvegarder au format cube. De cette manière, vous aurez un petit visuel sur le résultat alors que vous ferez vos tests en pré-production par exemple. Ce qui peut être sacrément pratique. Seulement, il y aura quelques effets qui ne seront pas dessus. Tous les effets du bas comme le vignettage, le film brave, etc. ne seront pas dans votre fichier LUT. En tout dernier, bien évidemment, on retrouve les options de base comme les infos sur votre licence, le contrôle du profil pour mettre à jour toute votre liste et la possibilité de désactiver tous les outils. Et d'ailleurs, vous avez même un petit onglet supplémentaire qui est la qualité. De base, il est mis sur normal pour être rapide, mais si vous voulez vraiment qu'il soit très performant, vous le mettrez sur high, mais aussi il sera un petit peu plus lent. Alors, pour ceux qui me poseraient la question si c'est vraiment intéressant d'avoir Enhancer Pro, alors je répondrai que si vous êtes étalonneur
professionnel ou vidéaste professionnel, oui, clairement, ça peut être intéressant. Ne serait-ce que pour donner un look un petit peu rétro ou vintage à certaines vidéos. Si vous êtes amateur par exemple et que vous travaillez dans votre coin, que vous produisez des vidéos pour vous tout seul et que vous publiez, je sais pas moi, juste sur YouTube, testez au moins la version en ligne pour voir si ça vous serait utile. Et si ça l'est vraiment, à ce moment-là, envisagez d'acheter la licence. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'en allant dans la description, avec le lien et le code, vous avez encore 10%. Mais dernière chose quand même avant de se quitter, pour l'instant, The Answer organise un petit concours d'étalonneurs. Alors vous pouvez encore vous inscrire, les clôtures se font le 16 décembre, et pour participer, pas bien difficile, vous réalisez un petit film, un court-métrage, un documentaire, un clip vidéo, une vidéo de drone ou encore une publicité. Tout ça bien évidemment étalonné avec The Answer. Les gagnants seront annoncés le 10 mars 2025 avec quand même pas mal de prix intéressants. Chacun des grands gagnants de chacune de ces catégories-là recevra un petit chèque de 5000 $. Mais il y aura aussi, bien évidemment, une licence à vie qui sera fournie à toutes et à tous, donc sur The Answer, et aussi quelques autres petits prix en plus comme un Colarivision, un Logic Keyboard, une carte cadeau 200 $ et un Unlight Pavotube 2. D'ailleurs, pour ceux qui gagneront le prix du court-métrage et celui qui gagnera le prix de la publicité, ils recevront tous les deux un petit retour caméra comme le Ninja Monitor de chez Atomos et le Shogun Monitor. Je l'aime beaucoup le Shogun. Alors, si vous avez le temps de produire une petite vidéo ou que vous en aviez une directement dans votre petite boîte magique, n'hésitez pas à vite l'étalonner avec The Answer et leur envoyer votre candidature. D'ailleurs, j'ai un petit peu regardé pour les drones vidéo, il n'y a pas grand monde, hein. Profitez-en. Sur ce, c'est déjà fini, n'hésitez pas bien évidemment à passer par les liens qui se trouvent en description, à vous abonner, à laisser des commentaires, à partager les vidéos. Et surtout, je l'ai déjà dit plein de fois et je le répéterai encore tant que je le pourrai, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.